Place au parti pris. Nous rejoignent David Revaud-Dallon pour la politique, François Langlais pour l'économie, Abnous Chalmani pour l'international. Bonsoir à vous trois. Et c'est vous qui commencez, David. Vous nous parlez du procès. Alors on va beaucoup en entendre parler, le procès qui s'ouvre demain en appel de Marine Le Pen et qui décidera de sa possible ou pas candidature à la présidentielle. Inéligibilité ou pas inéligibilité. Et cette possibilité qu'on les juge d'une certaine manière entre leurs mains, de fait, de faire l'inventaire, l'agenda de la présidentielle. Et il est souvent critiqué ces derniers jours. On entend effectivement des critiques. Et vous dites non, les juges ne font pas la loi en politique. Pourquoi ? Et oui, la question, vit-on sous le gouvernement des juges, dans la République des magistrats, sous la férule politique des procureurs et des juges d'instruction ? Eh bien non, je l'affirme, David, la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires existe encore et c'est très heureux pour notre système démocratique. Alors, vous l'avez dit, elle a été condamnée en première instance, une peine d'emprisonnement, mais surtout 5 ans d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire. Et c'est ce qui risque de faire que la double finaliste de la présidentielle se voit empêchée de concourir pour la 3e fois. C'est la démocratie qui est exécutée, avait à l'époque Tony Jordan Bardella. Eh bien non, c'est tout le contraire. Moi, je pense que c'est le signe que notre démocratie fonctionne. Bien sûr, on a le droit de discuter et de contester une décision de justice. Sa sévérité, sa solidité sont bien fondées sur le plan juridique. On peut souligner que tel magistrat, évidemment, il a peut-être une orientation idéologique, subodorée qu'un juge ici ou là est susceptible de régler des comptes politiques. Tout ceci est permis, mais pour autant, jeter l'opprobre sur l'ensemble de la magistrature, c'est dangereux. Les juges jugent les faits selon le droit. Dans leur immense majorité, ils mettent en œuvre une politique pénale, ne conçoivent pas leur fonction comme une immixtion permanente dans le suffrage universel. Alors, c'est une conviction ? Oui, c'est une conviction. C'est une conviction. La thèse de Marine Le Pen, qui d'ailleurs avait été celle de François Fillon et de plusieurs responsables politiques condamnés, c'est que la justice n'est pas rendue par les magistrats au nom du peuple, mais contre le peuple. Et c'est précisément le contraire. Les juges, ils protègent le peuple de l'arbitraire, ils contrôlent l'action des dirigeants. Et je vais citer ici Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir, la séparation des pouvoirs, elle ne limite pas la démocratie, c'est l'inverse, elle est une des conditions de son exercice. Alors David, vous allez me poser la question, les juges d'instruction, les procureurs ne seraient-ils pas capables de défaire une élection ? Oui, c'est vrai, mais pourquoi donc ne pourraient-ils pas précisément écarter un candidat du suffrage universel si celui-ci a commis des actes pénalement répréhensibles et qu'il a été jugé et condamné pour ceci? Alors ça, c'est le Parlement qui leur en donne le droit, en définissant l'arsenal des peines et en mettant à leur disposition cette peine d'inéligibilité. Mais certains disent, finalement, est-ce qu'elle n'est pas trop délicate à manier ? Eh bien donc, j'en reviens à mon point et ma conclusion. Les juges font-ils la loi ? Non, ce sont, vous l'avez dit, les députés qui la font. Je rappelle que les dispositions législatives que vous citez, c'est la loi dite Sapin 2 de 2016, la loi pour la confiance dans la vie politique de 2017 a été adoptée par l'Assemblée. Elles ont effectivement durci la législation et rendu obligatoire cette fameuse peine d'inéligibilité pour la plupart des délits d'atteinte à la probité. Mais ce sont les gouvernements, les députés qui ont décidé ces évolutions après les chocs créés par, d'abord, souvenez-vous, l'affaire Cahuzac, et puis ensuite l'affaire Fillon en pleine campagne présidentielle. Ils ont eu raison de le faire ? Et oui, parce que les affaires politico-financières ulcèrent nos citoyens, sapent la confiance dans notre architecture démocratique. Donc les magistrats, ils ne sont surtout pas coupables, ce sont les politiques qui sont responsables, et donc plutôt que de hurler à l'atteinte à l'état de droit, si celui-ci ne convient pas, si on n'est pas d'accord avec ces dispositifs concernant l'exécution provisoire et l'inéligibilité, donc il est plus judicieux de changer l'état du droit, et encore une fois, ce sont nos élus qui devraient s'en charger. Mais on comprend que vous ne seriez pas forcément favorable à une modification de la loi sur ce sujet. Pourquoi pas, mais ce à quoi je ne suis absolument pas favorable, c'est à ce qu'on s'en prenne à ces magistrats qui ont pris cette décision sur la foi de la législation, sur la base de cette législation, en s'en prenant à ces juges en disant qu'ils attaquent l'état de droit. C'est précisément, pour moi, le contraire. François ? Pardon, Abnous. Non, moi je suis doute juste sur le fait que justement, séparation des pouvoirs, de l'importance de respecter l'état de droit, et justement, on bénéficie d'un droit à l'appel. Et l'exécution provisoire bloque ce droit à l'appel, puisque vous
vous êtes sous le coup de la peine avant d'avoir eu droit à l'appel à laquelle tous les citoyens ont le droit. Et l'exécution provisoire pour quelqu'un qui risque de ressortir et de tuer sa femme qui battait ou pour un trafiquant de drogue, etc., cela se justifie. Je suis pas certaine que cela se justifie pour un politique qui va pas ressortir et tout de suite repiquer dans la caisse. Je veux dire, d'où l'importance de l'appel. Et on a eu l'affaire aussi Sarkozy où on n'a pas trouvé l'argent. Ou quand même, moi sur l'affaire libyenne, j'ai beau la lire dans tous les sens et la retourner, etc. Je n'arrive toujours pas à comprendre cette condamnation, puisque en gros, il est où le cadavre ? C'est l'exécution provisoire, là aussi. Et pareil, le jugement était une construction juridique, mais c'est souvent le cas dans les... Oui. Alors maintenant, l'idée de l'expliciter, que les magistrats viennent expliquer, faire de la pédagogie, le pourquoi du comment, d'accord, mais justement pour que cette séparation des pouvoirs qui est fondamentale tienne, eh ben, c'est vraiment tout l'arsenal du droit qu'il faut respecter, dont l'appel qui permet de repartir à la conquête de son innocence ou d'être coupable. Et ça, si vous êtes coupable, vous êtes coupable. Et heureusement qu'on est dans un État démocratique. François ? Non, j'entends le raisonnement de David. Il est difficilement contestable. Malgré tout, il y a l'ombre d'un doute sur cette affaire. Pour plusieurs raisons, des mauvaises raisons. C'est-à-dire que Marine Le Pen a été... banni, il y a eu cette histoire de fonds républicains, etc., disons, de tout l'établissement, comme on disait dans le temps, contre elle, contre le Rassemblement national, contre le parti qui aujourd'hui rassemble une grande partie des Français. Ça, c'est l'aspect politique. C'est l'aspect politique, c'est pour ça que c'est une mauvaise raison. La bonne, c'est Abnouz qui l'a donnée, c'est-à-dire c'est cette affaire d'inéligibilité qui prive le défendeur de... Avec exécution provisoire. Voilà. Et je dirais... Il y a même un troisième niveau d'interrogation qui corrobore les deux autres, c'est que la justice, malgré sa bonne volonté, est tellement peu efficace dans certains domaines. Justement, vous parliez de femmes qui sont tuées ou malmenées par leurs conjoints. On fait appel à la justice ou à la police, rien ne se passe. Ou bien l'incarcération de délinquants qui ne se produit pas, faute de moyens, faute de place pour justement loger les détenus. Que finalement, là encore, c'est une mauvaise raison, David, j'entends bien. Mais que tout ça donne le sentiment de deux poids, deux mesures. Et c'est pour ça que aujourd'hui, mais même probablement à toute époque, on peut difficilement dissocier un événement de la façon dont il est perçu. Il faut beaucoup de sagesse, comme vous en avez pour le faire, mais l'impact politique, il est là malgré tout. Je pense quand même que vous avez raison de dire qu'il y a une exaspération des citoyens devant les lenteurs de la justice, certains ratés, certaines inefficacités. Simplement, je pense que concernant notre classe politique, il y a un tel discrédit aujourd'hui, un tel déficit, un tel désamour démocratique que la question de la probité et de l'intégrité est essentielle. Alors, ça ne veut pas dire que ce dispositif d'exécution provisoire est la clé de tout, mais en tout cas, je pense qu'il est exemplaire que les magistrats sanctionnent très sévèrement. Il y a, vous l'avez dit, une deuxième instance, il y a un appel qui est possible. Marine Le Pen va tenter, visiblement, elle va tenter de changer de stratégie parce qu'elle a nié en bloc. Là, elle concédera peut-être quelques erreurs. Pour l'instant, le suspense et le mystère planent sur sa véritable stratégie de défense à partir de demain. On va le savoir très vite. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que les Français, ils sont attachés à une justice rapide et efficace, mais aussi en ce qui concerne nos politiques. Et en aucun cas, je crois que les magistrats, bien sûr, il y a des magistrats politisés, je le disais, syndiqués, idéologisés, mais ça ne concerne absolument pas l'ensemble de la magistrature. Et je pense que l'essentiel des juges font leur travail avec probité et honnêteté. François, votre parti pris économique, alors ça vous saute aux yeux quand les tyrans détruisent les trésors. C'est vrai que les dictatures ont le chic pour manger la feuille, comme on disait autrefois. On a deux exemples, bien sûr. C'est le Venezuela et puis l'Iran. Dictature dans les deux cas, féroce avec les oppositions, dirigée par des bandits, des voleurs. La fille de Monsieur Chavez, fondateur du régime actuel, est créditée de 3,5 milliards de dollars, selon Forbes. Bon. C'est pas tombé du ciel. L'ayatollah Khamenei, lui, selon une estimation de Reuters, possède une fortune de 95 milliards, pour la moitié en immobilier. Pas besoin de documenter l'échec économique de ces deux pays. Émigration massive au Venezuela, 1/3 de la population qui est partie. En Iran, c'est un PIB par tête de 4 000 $, c'est 10% de la moyenne européenne. C'est une faillite retentissante dans les deux cas. Deux pays qui sont d'ailleurs arrimés à cette
contre-mondialisation dirigée par la Chine et les États-Unis, parce que, de facto, ils sont soumis aux sanctions internationales. Alors, dans les deux cas, vous l'avez dit, ce sont deux pays riches. Première réserve mondiale prouvée de pétrole pour le Venezuela, troisième pour l'Iran, première pour le gaz. Donc on pourrait se dire, mais comment se fait-il que des pays riches soient si mal gérés ? Et puis on peut retourner en fait la proposition, c'est ce que je me propose de faire. Vous savez, Proust dit « les bien que sont souvent des parce-que que l'on ignore ». Et c'est vrai que quand on regarde l'état du monde, il y a assez peu de pays riches de leur sous-sol, qu'il s'agisse d'or noir ou de matières premières, qui soient des pays équilibrés au plan de la croissance et démocratiques au plan politique. Il y a des contre-exemples. Pays producteurs de pétrole, le premier, c'est les États-Unis. On ne peut pas dire qu'ils ne soient pas démocratiques. Il y a chez nous la Norvège. Il y a eu le Royaume-Uni un certain temps. Mais ce sont, disons... Des exceptions. Non pas des exceptions, mais en tout cas suffisamment minoritaires pour qu'on puisse poser la question. Pourquoi ? Pourquoi y aurait-il un lien inversé entre la richesse et, au fond, la médiocrité du gouvernement ? Il y a deux raisons possibles. D'abord, le fait d'avoir des richesses dans le sous-sol, ça favorise la prédation. C'est de l'argent que vous pouvez confisquer facilement. L'argent créé, il est beaucoup plus compliqué à détourner que l'argent trouvé. Et en général, la richesse trouvée rapporte moins que la richesse créée, sauf pour celui qui se la met dans la poche. Donc ça vaut évidemment pour les matières premières aussi, les oligarques en Russie, évidemment, et puis la fortune de certains dirigeants asiatiques ou africains. Deuxième élément, ces pays sont souvent victimes de ce qu'on appelle la maladie hollandaise. C'est-à-dire que justement, de l'époque où les Pays-Bas exploitaient le gisement de gaz. La rentabilité du secteur pétrolier ou d'hydrocarbures est telle que ça dévore tous les capitaux et que ça interdit de facto le développement d'autres secteurs qui ne peuvent pas émerger et qui, du coup, confine ces pays dans une espèce de dépendance vis-à-vis du secteur primaire, c'est-à-dire l'exploitation du sous-sol. C'est ce qui explique la malédiction de l'or noir, et ce qui pourrait expliquer en partie les malheurs de l'Iran et du Venezuela. C'est ça, quand on a un secteur tellement rentable, c'est pas la peine d'investir pour trouver des alternatives, pour chercher. On voit les difficultés qu'a l'Arabie Saoudite d'ailleurs, vous savez, le fameux PIF. Le Project Investment Fund, qui est le fonds souverain d'Arabie Saoudite, essaie de mettre de l'argent, mais c'est une catastrophe. Parce qu'évidemment, ils ont tellement d'argent qu'ils le gâchent. Et d'ailleurs, c'est la Silicon Valley qui en profite, mais avec une rentabilité qui est jusqu'ici assez médiocre. Oui, et puis il y a quand même cette nature humaine qui a plus tendance à se vautrer dans la paresse, donc ça ne fait que flatter une nature humaine qui est universellement partagée. Abnous, votre parti pris international, alors c'est comme un tremblement de terre et ses répliques quand Donald Trump fait trembler le Nicaragua. Ouais, et fait-il trembler le Nicaragua ? J'irais même plus loin, parce qu'immédiatement après la capture de Nicolás Maduro, le régime Ortega Murillo, donc au Nicaragua, a décrété l'état d'alerte par la voix de Rosario Murillo, coprésidente du pays et femme de Daniel Ortega, pour faire simple. C'est la famille Ortega Murillo qui dirige le pays depuis 2007. Au moins 60 personnes sont arrêtées entre le 3 et le 9 janvier à une vitesse spectaculaire pour avoir célébré ou exprimé leur satisfaction face à la capture de Maduro. Selon l'ONG Monitoreo Azul y Blanco, ces arrestations ont été effectuées, je cite, sans mandat judiciaire et se sont basées uniquement sur l'expression d'opinion, commentaires sur les réseaux sociaux, célébrations privées ou refus de répéter la propagande officielle. Ne voilà-t-il pas que le 9 janvier, l'ambassade des États-Unis au Nicaragua publie un message sur X déplorant, je cite, que plus de 60 personnes restent injustement détenues ou portées disparues, parmi lesquelles des pasteurs, des travailleurs religieux, des malades et des personnes âgées. Et tout de suite, le message là, c'est celle qui aurait pu faire trembler le Nicaragua, rajoute, au moment où le Venezuela fait un pas important vers la paix en libérant un grand nombre de prisonniers politiques, le Nicaragua maintient sa répression. Alors, est-ce que le couple Ortega-Murillo a flippé devant ça ? Parce qu'il faut rappeler que le Nicaragua, avec Cuba, avec le Venezuela, c'était un des héritiers de cette gauche bolivarienne, le mot s'applique pas là-bas, mais qui revient un peu à ça, c'est-à-dire cette gauche qui a mal tourné, on peut le dire. Exactement, sandiniste, sandiniste, dès le début était parti pour mal tourner, mais ça c'est bon. Et donc qu'est-ce qui se passe le lendemain de ce message de 9 janvier ? Le 10 janvier, le gouvernement nicaraguayen annonce la libération de dizaines de personnes qui se trouvaient dans le système pénitentiaire national. Alors on se dit waouh, le communiqué officiel
ça devient amusant, justifie ces libérations par, je cite, la commémoration de notre 19e anniversaire et affirme qu'il s'agit d'une démonstration, je cite encore, de l'engagement effectif envers le dialogue, la paix et le droit de chacun à vivre en harmonie dans sa communauté. J'en aurais presque les larmes. Seulement, il n'empêche que d'après les médias nicaraguayens, seulement 30 personnes ont été libérées. On pourrait dire, c'est déjà pas mal, c'est l'effet Trump, le type toxique, incontrôlable, il remet en cause l'ordre national, mais il arrive, il secoue le cocotier, et hop, le Nicaragua libère des prisonniers. Alors oui et non, parce que la réalité, c'est que même si ça fait terriblement envie de s'imaginer le couple Ortega-Murillo trembler en disant, bon allez, on va commencer à les libérer parce que ça craint, on empêche 30 personnes, c'est même pas les 60 qui ont été arrêtés, il y a des centaines de prisonniers, on ne sait même pas le nombre exact d'après Amnesty. C'est un régime féroce aussi. Et c'est un régime extrêmement féroce, et quand ils ne sont pas prisonniers, c'est qu'ils sont exilés. Donc, et je regarde un peu ce système-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, quand on voit la rapidité avec laquelle, et la surveillance de ce régime, avec laquelle ces 60 personnes ont été arrêtées, c'est que là, vous dites, ils tiennent le pays. Mais alors, au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens sont allés faire, vous savez, comme au Venezuela, ils ont frappé à la porte et ont dit, toi, t'as envoyé tel message, ou sur la terrasse, là à côté, t'as parlé avec ton voisin, le troisième l'a entendu. C'est vraiment à l'ancienne. Ensuite, le fait que le gouvernement présente ces libérations comme un geste unilatéral de bienveillance, il refuse de reconnaître quelques pressions internationales. Donc en fait, il sauve la face. C'est toujours pareil, c'est que vous voyez à quel point un régime est solide quand il parvient à sauver la face au niveau en disant bah non, c'était notre commémoration, on a fait ça pour des raisons humanitaires, etc. Et d'ailleurs, très discrètement, il renvoie à janvier 2023 où 222 prisonniers politiques avaient été libérés par le même formidable couple et envoyés aux États-Unis, mais on leur avait retiré leur nationalité nicaraguayenne, évidemment. Quand vous dites le couple, c'est que le couple au pouvoir au Nicaragua depuis 20 ans, il faut le dire, rappelle les couples célèbres de certaines dictatures, les Philippines, la Roumanie, j'en passe. Et en fait, ils ont toujours dirigé ensemble, mais la Constitution a été changée l'année dernière pour vraiment faire du couple et de leur famille, parce que tous leurs enfants tiennent tous les postes clés. Donc là, vous avez toute l'économie dans la main d'une famille, et c'est pour ça qu'on disait les Ortega, maintenant on rajoute le nom de madame, parce que ça fait plus dans l'air du temps. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui pourrait provoquer un effet domino si ce n'est pas un effet Trump ? Bah, c'est Cuba. La réalité, si Cuba, parce que le symbole de Cuba est tellement fort, si Cuba tombe, il est possible que le Nicaragua suive. Et d'ailleurs, vous savez que Cuba a perdu dans l'opération américaine de la capture de Maduro 32 soldats qui étaient au fait des gardes du corps de Maduro, mais surtout, c'est l'allié économique. Par jour, Cuba fournissait 55 000 barils de pétrole, Venezuela à Cuba, 55 000 de barils de pétrole, donc je ne sais même pas, déjà l'économie exsangue, comment ils vont tenir. Et d'ailleurs, vous savez que le secrétaire d'État américain Marco Rubio, d'origine cubaine, a déclaré « Si je vivais à La Havane et faisais partie du gouvernement, je serais un petit peu inquiet. Il faut noter que le Mexique était devenu le premier fournisseur de pétrole à Cuba et avait supplanté le Venezuela. Mais quand même, 55 000 barils, ça fait quand même beaucoup pour un pays où vraiment, là, il y a les sanctions, la mauvaise gérance, c'est quand même beaucoup. Trump a rajouté, je ne sais pas s'ils vont tenir le coup, on l'a vu. Donc la grande question, c'est que, comment, alors si Cuba tombe, l'effet symbolique va être tel que les citoyens, parce que ça ne peut venir que de la population, on l'a vu avec l'Iran, c'est-à-dire que le choc peut être tel, c'est que là, ils vont dépasser la peur. Parce que le plus difficile dans des pays comme le Nicaragua, ou même le Venezuela, veut bien que la population ne bouge pas, parce qu'ils sont sous une chape de plomb. Mais par contre, là, ils auront besoin d'aide à l'extérieur. Et c'est un coup de pouce. Vous savez, on peut toujours faire rentrer des armes, on peut toujours aider par une logistique, que ça soit de rétablir Internet en Iran, ou de fournir des armes, ou de leur permettre de faire en sorte de libérer les prisons, que sais-je. Mais en tout cas, les aides extérieures, sans aide des interventions militaires, peuvent être bienvenues, mais sans les peuples, effet Trump ou pas, ça n'existe pas. Oui, David. Vous avez raison de comparer Nicaragua, Cuba, Venezuela et Iran. Et je crois qu'une des données qui expliquera un changement de régime, c'est d'abord le basculement ou non des services de sécurité qui tiennent fermement le pays. Et c'est une des questions actuellement très importantes en cours sur l'Iran. Vous vous souvenez que Clash avait fait un album en 79, Sandinista, et que Nicaragua Sandinista, et que le Nicaragua représentait un fol espoir pour la gauche, c'était la nouvelle latino ou européenne. Et on en est revenu assez rapidement. Voilà. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.